Alors, je vais essayer de vous parler maintenant donc, du projet que nous menons dans le bassin de l'Okavango. Alors, c'est un projet qui initialement a été porté par Olivier Dauteuil, et puis on est plusieurs à l'avoir rejoint. Donc, moi-même, Mike Murray-Hodgson, qui est à l'Okavango Research Institute à Maun, au Botswana, et Samuel Corgne, qui est au LETG ici, donc c'est en géographie à Rennes 2. Et puis il y a plein d'autres personnes hein, que je ne peux pas citer ici parce que ça prendrait toute la page. Et ce projet, donc, il est intégré dans le tout nouveau GDR Rift qui a été monté par le CNRS pour, et l'IRD d'ailleurs, il me semble, pour travailler donc, sur le Rift est-africain. Alors, maintenant, est-ce que je vais réussir à passer mes diapos? Voilà. Alors, le delta de l'Okavango, je pense que vous avez tous vu ces images satellites donc de cet immense cône alluvial, puisque au sens géologique du terme, ce n'est pas un delta, hein, c'est un cône alluvial, c'est-à-dire c'est une rivière qui amène des sédiments dans un bassin et qui forme un cône. Donc, ce cône de l'Okavango, il faut imaginer une région de la taille de la Bretagne à peu près, ça fait 150 km sur 200, qui est inondée tous les ans. Je reviendrai sur ces phases de crue, mais tous les ans, donc la rivière Okavango qui arrive d'Angola amène environ 11 millions de mètres cubes d'eau sur une région grande comme la Bretagne. Alors, vous avez aussi sans doute tous vu ces images. Hein. Ici, c'était une mission avec Olivier et moi en novembre 2018, donc dans le delta. Hein. Ce sont des grandes rivières avec beaucoup de végétation. Alors, c'est très, très, très plat. Des animaux, hein, ici nos amis les éléphants, donc juste près du camp où nous travaillons, et puis des girafes. Donc si vous avez vu quelques reportages animaliers, ça donne de toute façon envie d'y aller. Alors le delta de l'Okavango est situé donc au Botswana. Alors le bassin versant est beaucoup plus grand, mais le delta lui-même est situé au Botswana. Alors le Botswana, c'est un pays qui est grand comme à peu près la France, un tout petit peu plus petit, mais qui n'a que 2,3 millions d'habitants en 2020, hein, contre à peu près 66, il me semble, en France. Et le delta lui-même représente la principale ressource économique de la région ici, le district du Nord-Ouest, hein, dans lequel on avait 143 000 habitants en 2001, je n'ai pas les chiffres pour 2020, ce qui représente à peu près 1,1 habitant au kilomètre carré. Donc c'est relativement très peu peuplé. En France, on est à 105 habitants par kilomètre carré en moyenne, avec une grande ville qui se développe très rapidement ici. Pardon, excusez-moi, qui est Maun, la ville de Maun ici, donc à l'entrée du delta. Maun qui est à 66 000 habitants maintenant, et vous allez voir, ça commence à pouvoir poser des problèmes, notamment pour la ressource en eau. Alors, l'Okavango est situé dans une région assez particulière d'Afrique. Nous sommes ici au sud du continent africain. Vous avez ici une carte topographique, donc plus les couleurs sont beige-marron, plus l'altitude est élevée. Et vous voyez que toute la région sud de l'Afrique est un haut plateau, en fait, perché à environ 1000 mètres. Ça peut aller jusqu'à 2500 mètres en Angola. Et puis, au moins autant, voire un peu plus ici en Afrique du Sud. Donc, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, hein, c'est plat, mais c'est très haut. Et c'est situé donc à l'extrémité d'une grande fracture de la croûte terrestre, qui est ici le rift est-africain, pour vous repérez un peu, le volcan Nyiragongo, qui est entré en éruption il n'y a pas longtemps, là on en a parlé aux informations, se situe ici, au milieu de ce rift. Dans le rift est-africain, il est particulièrement bien imagé par la sismicité. Vous avez ici une carte des séismes, et vous voyez donc toute cette zone à l'est de l'Afrique, en fait, qui est en train de se séparer du bloc principal du continent africain. Vous reconnaissez ici, par exemple, le triangle des Afars, hein, dont on parle assez souvent, avec des éruptions volcaniques assez fréquentes. Et ce rift est-africain, eh bien, il y a une branche qui tourne ici un petit peu vers le sud-ouest et qui rentre dans le plateau sud-africain. Et le delta de l'Okavango est situé ici, à l'extrémité de ce rift. Donc une tectonique très importante, un relief relativement particulier au sud de l'Afrique. Alors, le bassin de l'Okavango lui-même a comme spécificité d'être ce qu'on appelle endoréique, c'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté de l'océan mondial. Toutes les rivières qui coulent dans cette région
aucune d'entre elles n'arrive à l'océan. Ce qui fait qu'en fait, tous les sédiments qui sont produits ici dans le plateau angolais, hein, vous voyez toutes ces rivières qui descendent d'Angola, eh bien, sont transportés ici dans la partie centrale du bassin et viennent alimenter le cône alluvial de l'Okavango. Alors, ce genre de région est très, très intéressante à étudier, puisque c'est un système clos. Donc, normalement, tout ce qui est produit dans le système reste dans le système. Et puis, ce sont aussi des systèmes qui sont très fragiles. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer si tout d'un coup, ce système, pour une raison ou une autre, s'ouvre vers l'extérieur, vers l'océan. Eh bien, vous allez changer le réseau de drainage, vous allez changer les environnements sédimentaires, vous allez permettre des échanges de faune, de flore. C'est un bouleversement très important. L'autre particularité de ce bassin de l'Okavango, c'est qu'il est soumis à un contraste climatique très important. Vous avez ici une carte donc, en couleur de la pluviométrie dans cette région. Donc les couleurs les plus rouges, c'est les endroits où il pleut très peu, hein, entre 0 et 100 mm, par exemple ici la côte ouest de la Namibie. Et puis les endroits en bleu, donc c'est la forêt tropicale, hein, c'est les zones tropicales du Congo par exemple, ou du nord de l'Angola, avec pratiquement 1 mètre de pluie, voire plus, tous les ans. Et vous voyez que le bassin de l'Okavango, eh bien, il recoupe l'ensemble de ces zones-là. Il commence ici au nord dans les zones tropicales et il finit ici au sud dans les zones arides à semi-arides du désert du Kalahari. Le delta de l'Okavango lui-même est situé dans une région où il pleut environ entre 400 et 500 mm par an, ce qui représente un tout petit peu moins que la Bretagne. Alors, si on regarde maintenant une photo satellite de ce delta, hein, merci Google Earth, pas du delta, mais de l'ensemble du bassin, vous avez ici le plateau angolais au nord. Alors, ce sont des sédiments très meubles, hein, ce sont des sédiments essentiellement éoliens, qui sont réincisés ici par tout un système de rivières, et ces rivières descendent vers le sud pour venir ici se jeter les unes dans les autres et former la rivière Okavango qui vient se jeter dans le delta de l'Okavango. Si on continue à descendre la rivière, vous remarquez ici qu'il y a une toute petite rivière qui s'appelle le Boteti et qui vient se jeter dans cette zone ici où vous avez des dépôts un peu blanchâtres. Alors c'est du sel, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est un ancien bassin qui va avoir, vous verrez, une importance très importante dans l'analyse que l'on peut faire de l'évolution de ce paysage. Alors, pour information, ici, nous avons donc le système du Zambèze, avec les chutes Victoria, dont vous avez sans doute entendu parler. Alors, le Zambèze, lui, par contre, il est ouvert sur l'océan mondial, puisqu'il va se jeter à l'est, ici, dans l'océan Indien. Et puis, à l'ouest, vous avez le parc national d'Etosha, qui est aussi un endroit que vous pouvez visiter, c'est très beau. Alors, je vous ai dit que le delta de l'Okavango était situé dans la partie sud-est du rift est-africain. C'est donc un endroit qui est tectoniquement actif. Ici, vous avez une carte qui a été dessinée par Olivier Deteuil. Vous voyez le cône alluvial de l'Okavango. La zone en gris, c'est la zone régulièrement inondée. Et puis, tous les traits que nous avons indiqués là, ou qu'Olivier a indiqués, ce sont des failles, qu'on appelle des failles normales, donc c'est de l'extension. Et si je fais une coupe ici à travers cette zone-là, depuis le nord-ouest jusqu'au sud-ouest, voilà à peu près ce que l'on obtient. Donc en orange ici, c'est le socle, ce sont les roches granitiques métamorphiques. Et en jaune, ce sont les sédiments. Et vous voyez qu'au niveau du sud du Graben, ici, du sud du fossé, on a à peu près 400, voire même un peu plus, 600 mètres d'accumulation sédimentaire. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel est l'âge de ces sédiments. Certaines personnes pensent qu'ils sont très récents, d'autres pensent qu'ils peuvent remonter au Trias, donc 200-250 millions d'années peut-être. On ne sait pas quel âge ils ont parce que c'est une réserve naturelle et que c'est très très dur d'aller forer ces sédiments. Pour le moment, personne n'a réussi à avoir les autorisations. Alors, si l'on quitte ce fossé, hein, vous voyez ici, dans la partie nord, vous avez deux traits bien marqués. Donc ça, c'est la trace en surface des failles normales qui limitent le fossé. Le delta de l'Okavango est donc ici au nord-ouest.
Et puis, vous avez cette petite rivière Boteti qui amène un petit peu d'eau dans un micro-lac ici, qui est le lac Tso. Donc, vous avez une image à droite. Alors ça, c'est le lac Tso pendant la crue, c'était en 2020. Donc, vous voyez, il y a finalement très peu d'eau, beaucoup de végétation. Hein. Ce n'est pas un grand lac. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des pannes. Alors, en Afrique, des pannes, ce sont des dépressions, occupées ou non par un lac. Et vous avez les deux pannes ici qui sont, eux, occupées par du sel. Vous voyez cette petite tache orange ici, ce sont des marais salants exploités. Le orange est simplement dû au fait qu'il y a des algues à l'intérieur. Et quand on se balade là-dedans, voilà, le pan de soie ici, complètement à l'est, c'est un grand lac salé, hein, c'est une croûte de sel. Et puis l'autre pan dont je vous laisserai prononcer le nom parce que je ne m'y risque jamais, c'est pareil, hein, c'est une zone extrêmement plate avec des croûtes de sel et puis quelques pointements rocheux qui sortent et des baobabs. Mais vous allez voir que en fait, l'essentiel de l'évolution du paysage est contrôlé par ce qui s'est passé dans ce pan. Alors, si on regarde maintenant la topographie de ce pan, ici vous avez une carte des altitudes, donc plus c'est rouge, plus c'est haut. Alors, ne vous l'aurez pas, il n'y a pas de chaîne de montagne dans ce coin-là. Hein. Quand je parle de haut, en fait, il y a un différentiel d'altitude de 250 mètres à peu près. Donc, c'est très, très plat, mais on voit plein de choses. Donc ça, ce sont des données SRTM, donc c'est des données de radar qui ont été acquises par la navette spatiale américaine. Et ces données de radar donc, nous permettent de faire des cartes d'altitude. Et vous voyez que le pan, il est plus grand que les lacs de sel que l'on voit actuellement, qui sont ici en vert relativement foncé. Et vous voyez qu'on voit ici des lignes très bien marquées, un peu partout, qui se recoupent les unes des autres d'ailleurs, et puis qui sont recoupées par la rivière Boteti qui arrive ici et qui creuse son lit dans le fond du pan. Et bien, chacune de ces lignes, ce sont en fait des paléorivages. Alors, vous avez des vrais paléorivages ici, puis vous avez des cordons littoraux qui sont des avancées de sable à l'intérieur des lacs. Et si on regardait ça de manière un peu plus en détail, vous voyez que les paléorivages, eh bien, ils ne sont pas tous à la même altitude. Il y a le grand ici, puis vous voyez vers le centre du lac, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, on a l'impression de plusieurs lacs emboîtés les uns dans les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, on a réussi à reconstituer les paléopaysages et l'évolution de ce lac au cours du temps. Et on commence vers 2,5 millions d'années ici, avec en gris donc le paléolac qu'on a appelé le lac Deception. Ça, c'est des publications qui ont été faites dans les années 90, voire même un peu avant. Et ce paléolac Deception était sans doute l'un des plus grands lacs africains. Il s'est mis en place au milieu d'un système dunaire. Vous avez ici les traits en marron, ce sont des dunes. Donc il y avait un système dunaire déjà présent. Et au milieu de ce système dunaire, on met en place un immense lac qui couvre donc l'actuel Graben de l'Okavango, plus tout le pan de Magadi au sud. Et ça va durer jusqu'à environ 1,8 million d'années. Vers 1,5 million d'années, le climat change et devient plus sec. Et ce lac commence à se réduire en superficie. Donc on le sépare en deux. Un lac ici qui perdure dans le Graben de l'Okavango et puis un autre qui perdure dans le pan, avec probablement une petite connexion entre les deux lacs, mais ça reste à définir. Et puis on va commencer à apparaître ici nos cônes alluviaux qui vont préfigurer le delta de l'Okavango. Donc un cône sur la rivière Okavango, un cône sur la Kwando, un cône sur le Zambèze. Et à cette époque-là, le Zambèze n'est pas connecté à l'océan mondial. On continue à avancer dans le temps, donc on arrive donc au milieu du Pléistocène, hein, soit entre 750 000 ans et 500 000 ans. Les deux lacs, cette fois-là, sont relativement séparés et continuent à diminuer en superficie. Le climat continue à être relativement aride. Et puis, on voit apparaître, donc grandir plutôt ces grands cônes alluviaux. Voilà, on est là il y a 500 000 ans, on a deux lacs relativement importants et la grande catastrophe va être la connexion de la partie supérieure du Zambèze, ici, qui se jetait dans le Graben de l'Okavango jusque-là, avec la partie moyenne et inférieure du Zambèze, ici, dans le lac Kariba.
Une fois que vous avez connecté ces deux branches de rivière, hein, c'était l'apport principal d'eau dans le système Okavango, mais vous allez assécher totalement le système Okavango. Le lac ici dans le pan va disparaître relativement rapidement. Et puis vous allez mettre en place le grand delta de l'Okavango tel qu'on le connaît plus ou moins actuellement. Alors, 500 000 ans, 125 000 ans, on n'était pas dans un environnement probablement aussi désertique qu'actuellement. C'était une région très riche avec de nombreux restes d'installations humaines tout au long de cette période. On a des outils qui ont été retrouvés donc ici au bord du Boteti, pas très loin du Pan. Donc des outils qui sont datés du Middle Stone Age, donc entre 200 000 ans et 50 000 ans à peu près. On a aussi des restes de chasse. Alors ici, c'est une étude qui couvre l'ensemble du sud de l'Afrique, mais vous voyez que dans la région de l'Okavango, on retrouve des restes de chasse, donc des restes d'animaux, d'os qui ont été fracturés, travaillés par les humains. Et il y a même des études donc, de génétique, notamment sur les mitochondries, qui ont permis de montrer que vers entre 100 000 et 60 000 ans, on avait des populations humaines ici centrées sur la région de l'Okavango et puis qui ont migré un peu dans tout le sud de l'Afrique, notamment grâce à des corridors verts, donc des endroits qui étaient relativement végétalisés, disons, le long des grands systèmes de rivières. Donc c'est vraiment un endroit très, très propice à l'installation des populations humaines à cette époque. Alors depuis, que s'est-il passé? Donc l'histoire holocène et puis quelques idées sur l'évolution future du delta. Eh bien, quand on regarde un peu de plus près la structure elle-même du delta, on remarque un changement qui doit être récent de la dynamique sédimentaire. Alors, c'est ce sur quoi on essaie de travailler, notamment avec Olivier en ce moment, essayer de comprendre quand est-ce que ça s'est passé et pourquoi. Vous voyez ici deux zones. Dans cette première zone, ici, vous voyez ces grandes lignes là, qui circulent ici sur une île. Donc, ce sont des grands chenaux, des grands systèmes de chenaux relativement larges. Ça fait plusieurs centaines de mètres de large, très, très méandrés. On en a ici un autre préservé. Donc des grands chenaux avec énormément de sable qui transite dans ces chenaux et qui est stocké dans le système. Et puis, on a un deuxième système fluviatile, donc, qui est le système actuel. Vous voyez, ce sont des tout petits chenaux. Vous voyez ici une de ces rivières, donc ça fait quelques mètres, quelques dizaines de mètres maximum de large. Et ces petits chenaux, ils viennent recouper ici les grands chenaux précédents. Vous en avez un autre ici sur l'image. Vous voyez, un tout petit chenal, on le distingue à peine en fait à cette échelle-là, et qui recoupe les anciens chenaux. Et ces petits chenaux, eh bien, ils déposent finalement très peu de sable et ils ont tendance à être plus ou moins contraints dans un lit creusé dans la plaine alluviale. Donc on passe de grands chenaux qui transportent beaucoup de matériel à des petits chenaux qui ont tendance à inciser les dépôts précédents. Si on descend un peu au sud du delta, juste à l'exutoire du delta, quand il se jette donc dans la rivière Boteti, on remarque que la rivière Boteti est elle aussi incisée, elle forme un petit canyon, alors ça reste quelques mètres, voire dizaines de mètres de profondeur, mais c'est quand même un canyon. Et on voit bien donc que cette rivière incise l'ensemble du système. Vous avez ici une carte géomorphologique qu'on a réussi à dessiner. Vous voyez la zone en blanc, c'est l'incision récente du Boteti dans ce qui reste des dépôts des paléolacs, donc des dépôts qui ont, on va dire, au maximum 500 000 ans. Alors avec Olivier, on a eu la chance d'aller au Botswana en juillet 2019. Pour la petite histoire, on s'attendait à avoir la crue, on voulait aller prélever de l'eau. Et en fait, 2019 a été une année très particulière parce qu'on a eu une sécheresse très importante et une crue très minimale, tellement minimale qu'en fait, à Mahoun, au sud du delta, en juillet, il n'y avait toujours pas d'eau. Et donc, on arrivait à marcher au fond des rivières, ce qui est très intéressant parce que du coup, on a réussi à dessiner la topographie de ces rivières et notamment à faire des mesures de GPS cinématique sur ces rivières. Alors, le GPS cinématique, on a une antenne de base GPS et puis on se promène avec
une autre antenne dans un sac à dos et on fait des profils topographiques comme ça à travers ce qu'on veut, ici à travers les rivières, avec une précision de mesure de l'ordre de la dizaine de centimètres. Et ce que l'on remarque, c'est que les rivières ici, vous avez ici un profil à travers une rivière du côté de Mahoun, vous voyez que la rivière elle-même, elle est très encaissée. Alors ça, c'est le lit de la rivière, donc ça, c'est un peu normal. Elle est encaissée dans ce qu'on appelle une terrasse ici, donc une surface relativement plane, qui elle-même est un peu plus basse qu'une deuxième terrasse ici, plus haut. Et en fait, si on avait réussi à pénétrer ici dans les îles, dans les arbres, on verrait que les arbres ils sont encore sur une terrasse plus importante. Donc on a plusieurs niveaux emboîtés les uns dans les autres qui montrent bien que la rivière est en fait en train d'inciser l'ensemble des sédiments précédents. Alors ça, on l'a fait, la première diapo c'était Mahoun, ici on est un peu plus au nord dans le delta. Alors je ne vais pas commenter les profils topographiques parce qu'ils sont assez compliqués à commenter, notamment les arbres ici qui produisent des masques au signal GPS et donc des trous dans les données. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la physionomie de la plaine alluviale. Vous avez ici donc une plaine alluviale qui est inondée tous les ans. Et vous voyez que dépasse de cette plaine alluviale une série de buttes. Ces buttes, elles ont toutes la même altitude, à peu près. Elles sont toutes, leur sommet est tout à la même altitude. Elles ont toutes à peu près la même taille. Et nous avons foré ces buttes pour essayer de savoir ce qu'il y avait dedans. Et nous avons aussi utilisé un appareil qui a été acheté par l'Europe dans le cadre du CPER, qui a été acheté à l'OSU, qui s'appelle un géoradar, qui permet d'envoyer des ondes radar dans le sol et de voir la structure du sol. C'est un appareil qui est très, très utile au Botswana. On a beaucoup utilisé. Et on voit que sur ces ondes radar, en fait, les buttes représentent une zone complètement amorphe, n'a aucun signal, qui correspondent en fait à des termitières. Et ces termitières, elles sont relativement vieilles. C'est la partie souterraine des termitières, donc qui a été mise en place dans une série sédimentaire qui arrivait à combler l'ensemble de cette surface-là jusqu'à atteindre le niveau supérieur des buttes actuelles. Donc il faut imaginer que tout ce qui est entre ces buttes a été érodé par la rivière au fur et à mesure. Donc on a l'impression qu'un cône alluvial, c'est quelque chose en dépôt, qui apporte des sédiments. En fait, le cône alluvial de l'Okavango, il est en train de s'inciser, de s'éroder, je ne dirais pas de disparaître, mais au moins de s'éroder. Et en fait, pourquoi les termitières restent comme ça? C'est pas simplement parce que les termites, quand elles fabriquent leurs termitières, elles cimentent le sable, ce qui fait que c'est plus résistant et plus difficile à éroder. Alors voilà un peu l'idée qu'on se fait donc de l'évolution du delta de l'Okavango depuis environ 500 000 ans. On commence donc avec des grands systèmes de chenaux, des grandes rivières qui apportent énormément de sable. Et puis, pour une raison ou une autre, je reviendrai sur cette raison tout à l'heure, en fait, la rivière se met à inciser plutôt que de déposer. Et on commence à former donc des surfaces emboîtées les unes dans les autres jusqu'à l'actuel où on a des petits canyons avec les rivières qui circulent au fond des canyons. Alors cette incision, on pense qu'elle est simplement liée au fait que le lac dans le pan s'assèche au fur et à mesure, ce qui fait que ça descend le niveau de base, ça augmente la pente de la rivière, et la rivière est obligée d'essayer de rattraper ce niveau de base en incisant. Alors pour finir, je vais vous parler donc de la crue annuelle de l'Okavango, c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Donc vous avez ici deux images, alors ce sont des colorations d'images Sentinelle-2, où vous voyez la crue à deux périodes différentes, la crue au 15 mai 2020, où tout ce qui est en bleu, c'est les zones inondées, et puis la crue au 4 juin. Alors cette crue annuelle, comme je vous disais, c'est 11 millions de mètres cubes qui sont déversés sur le delta tous les ans. Et cette crue, elle commence ici au nord, à Moembo, qui est une ville située ici tout au nord-ouest de ma carte. Et elle arrive à Moembo aux environs du mois de février. Et elle va couler lentement vers le sud. Alors c'est extrêmement plat, c'est 0,01% de pente. Donc c'est vraiment très très plat. Et la crue arrive à Mahoun, ici dans le sud, au mois d'août. Alors cette crue, on l'enregistre très bien avec le GPS. Olivier a placé plusieurs GPS dans le delta.
Et vous voyez, donc, si je prends par exemple Mahoun ici, ça c'est le mouvement vertical. Donc vous voyez, quand la crue arrive, le sol s'abaisse de quelques centimètres, puis la crue repart. L'année suivante, la crue arrive, etc. Donc cette crue, elle provoque des mouvements de sol qui sont non négligeables. Alors, la crue, c'est un peu embêtant pour nous, hein, parce qu'on est du coup pour circuler dans le delta, c'est plus difficile. Certains de nos collègues sur le terrain n'attendent que ça pour commencer à vraiment bien s'amuser. Et il y a eu beaucoup de modèles qui ont été faits sur cette crue. Je vous ai ici mis un panel de petites cartes que j'ai trouvées dans la bibliographie. Alors, les gens ont beaucoup travaillé sur les zones inondées, sur les zones inondées très régulièrement, sur les zones inondées de manière exceptionnelle, etc. Vous avez plusieurs modèles. Et si vous remarquez, sur l'ensemble de ces modèles, on ne prend en compte que le delta lui-même. Aucun de ces modèles ne va prendre en compte le pan au sud, ni ce qui se passe plus ici au nord-ouest. Et en fait, la carte que je préfère, c'est celle qui a été établie par Wilson en 1973, et dans laquelle on voit aussi apparaître la rivière Boteti, ici, et on voit apparaître ce bras de rivière qui s'échappe ici vers l'est et vers le système du Zambèze. Et ça, vous allez voir, ça a une certaine importance. Alors, nous avons eu la chance d'avoir un financement de l'OSUR à travers l'Axe Paysage, que je remercie encore beaucoup, pour financer donc un projet de master en association entre Géosciences Rennes et puis le LTG, le laboratoire de géographie. Et nous avons donc repris les images sentinelles pour essayer cette fois-ci de regarder la dynamique de la crue de manière très, très précise depuis environ le mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Vous avez ici quelques images préliminaires qui montrent donc en bleu les zones inondées. Alors, je ne vais pas détailler trop ces images, mais vous voyez que lorsque la crue arrive ici au mois de mai, la partie sud du delta n'est pas active, on ne voit pas le Boteti. On commence à apercevoir le Boteti vers début juin. Au mois de juillet 2020, mi-juillet, le Boteti était en eau ici, et donc une partie de l'eau du delta arrivait jusque dans le pan. Et ce sur quoi je voudrais attirer plus votre attention, c'est cette branche ici qui part vers l'est et qui va rejoindre un système ici identique à l'Okavango, mais un peu plus petit, qu'on appelle le système du Linyanti. Et vous voyez que cette rivière, la question qu'on se posait, c'était est-ce que les deux systèmes sont connectés? Alors, si on regarde un peu plus en détail, l'image reste très, très floue, mais aux environs du mois de juillet 2020, eh bien, il y avait une connexion entre le système du Lianti et le système de l'Okavango. Alors, vous me direz, ce n'est pas très grave. Si, en fait, puisque ce système du Lianti il est connecté au système du Zambèze, qui est connecté à l'océan mondial. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est là en train d'ouvrir le système endoréique de l'Okavango? Est-ce qu'on est à une période charnière de ce système et est-ce qu'on va vers une réorganisation complète du système de drainage? Vous imaginez bien que lorsque la crue aura compris qu'il est plus facile de couler vers l'océan que de couler vers l'intérieur du pan, eh bien on va dévier une grosse partie de cette eau vers le système du Zambèze. Je vous ai remis ici à droite le bassin versant de l'Okavango en rouge et en jaune et en bleu les deux bassins versants qui pourraient résulter donc d'une capture de l'Okavango par le Zambèze. Alors le bassin du Zambèze ici en bleu qui est partiel puisqu'il faudrait le poursuivre vers l'océan, et puis le bassin qui resterait ici, le bassin on va dire du Kalahari, qui serait ici au centre en jaune. Et ce bassin du Kalahari, si jamais il est déconnecté du reste, eh bien, vous voyez qu'il est situé dans une zone relativement relativement aride, c'est le désert du Kalahari. À ce moment-là, eh bien, on couperait l'alimentation en eau ici du bassin de l'Okavango, du cône de l'Okavango, et on aurait donc un nouveau désert. Voilà où on en est. Pour continuer à travailler là-dessus, on a proposé un sujet de thèse pour regarder cette fois-ci le couplage entre les failles, le climat et puis les impacts sur l'écosystème. Donc, c'est un sujet de thèse proposé entre Olivier Dauteuil, moi-même et Samuel Corgne, qui est très interdisciplinaire, très ouvert.
Donc, nous cherchons des candidats qui veulent bien aller sur le terrain. Voilà le camp de base de l'Okavango. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie beaucoup et puis on peut passer aux questions si vous voulez.